Allez, Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Ève Guyard, responsable de la formation pour Fab City Grand Paris. Pour introduire ce webinaire, quelques mots sur cette activité menée par notre association. La formation transmission est en lien direct avec un autre pan de notre activité qui est celui de la recherche. Notre domaine d'expertise qui est la circularité dans le design, dans la construction et le bâtiment, dans l'agriculture urbaine, mais aussi dans la stratégie organisationnelle, se développe dans le cadre de programmes européens de recherche-innovation, tout en prenant appui et en se nourrissant de la mise en œuvre d'expérimentations, d'actions à l'échelle locale, qui intègrent de fait une démarche de transmission, transférabilité entre acteurs d'un territoire. Ces deux pans d'activité, recherche-formation, sont donc en aller-retour permanent. Cette dynamique nous permet d'être en veille permanente et en prise avec les enjeux de demain, auxquels de nouvelles compétences et de nouveaux métiers doivent répondre. Et on aurait même tendance à penser que demain, c'est déjà aujourd'hui. On propose donc de travailler d'ores et déjà à ces nouvelles compétences. Maintenant, pour entrer plus concrètement dans le sujet de ce webinaire, je passe la parole à Alexandre Mézard et Vincent Guimas. Changer de slide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Euh, Bonjour, bonsoir à tous. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous le regardez. Alors déjà, pour mettre les pieds dans le plat, on va envoyer quelques statistiques massues. Donc, en 2020, on a 310 millions de tonnes de déchets produits qui coûtent à la communauté 20,6 milliards d'euros. On voit aussi à une échelle plus économique que 93% de la masse monétaire euro est liée à la conversion des devises et à la spéculation sur les prix, contre 7% seulement à l'économie réelle, qui comprend les besoins primaires et le financement de l'appareil production. C'est-à-dire ce qu'on fabrique et ce qu'on consomme ne représente que 7% de la masse monétaire. Enfin, on voit que 67,5% des entreprises essayent d'intégrer des dynamiques de résilience ou souhaitent intégrer des dynamiques de résilience dans leurs objectifs et 55,5% souhaitent faire évoluer leur business model en fonction. Et dernière stat massue, 7 personnes sur 10 seront des urbains à l'horizon 2050. Alors, ça nous permet de nous positionner en tant qu'association et mouvement sur des grandes dynamiques. On peut citer le phénomène d'accélération perçue, qui fait qu'en gros, on a moins le temps d'avoir une posture réflexive et d'intégrer des enjeux qui sont plus de l'ordre de la collectivité, voire de l'humanité, et qu'on est aussi dans un environnement industriel et digital qui a tendance à nous faciliter, voire à nous assister, ce qui nous empêche de remettre les mains dans le cambouis et d'avoir un phénomène de dilution de la responsabilité. On peut passer au slide suivant. alors je prends la Et je parole. te laisse la main, Vincent. Oui, Ouais, bien sûr. bonjour ou bonsoir à tous. Alors rapidement, on voulait vous faire un petit rappel de ce qu'est notre organisation. Donc on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle Fab City, qui est né en 2014 à Barcelone et qui est arrivé à Paris dans les années 2016-2017. Alors c'est un réseau d'acteurs. Vous allez retrouver des professionnels du design, des makers, des artisans, des chercheurs, des décideurs aussi politiques. Et tous ont évidemment pour objectif de travailler sur ces nouvelles boucles de production-consommation à l'échelle locale, en intégrant deux enjeux essentiels que sont les enjeux de sobriété et puis d'économie circulaire. Alors on constate aujourd'hui plutôt une petite cinquantaine de villes et de territoires qui sont labellisés. Et on peut voir, dans le cadre de nos coopérations, soit des rendez-vous, soit des publications, évidemment des partages de méthodes et d'outils. On en parlera vraiment sur le moment, on commencera à en parler dans le webinaire. Et puis évidemment des formations. Quatre éléments à retenir, je pense, qui font notre spécificité, c'est on part des usages. On a tendance à muscler, à pluraliser les expertises, ce qui veut dire aussi, donc on soutient cette notion de science citoyenne et puis évidemment on essaie de développer et de tenir une forte transversalité. Je voulais, avant de repasser la main, peut-être à Alex aussi, parler de la question de cette translation de l'atelier à la ville, donc du Fab Lab à la Fab City.
Ce qu'on a constaté, c'est que on a aujourd'hui un ensemble de, de, de personnes, excusez-moi, de personnes, de groupes qui commencent à travailler sur des enjeux à l'échelle de la ville, qui souhaitent finalement imaginer la ville comme un atelier, un espace d'atelier de travail, d'espace de travail distribué. Et évidemment, se réapproprier la ville, donc de redevenir un acteur au sens le plus technique du terme. Voilà, comment est-ce qu'on peut se réapproprier la possibilité de la ville? Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que ce glissement, il l'a amené à différentes formes de stratégies dans différentes villes. Donc, on a à Paris en 2017 un projet qui a été mené avec la ville de Paris, qu'on a appelé donc le Fab City Paris. On a eu sur Barcelone le projet qui s'appelle Soupalias dans un des quartiers, donc c'est les images que vous voyez. Puis on a eu sur Londres un autre exemple, Maker Miles au début des années 2010. Évidemment, tout ça nous amène aussi à vous parler de ce que peut être la responsabilité territoriale de l'entreprise. On voit que des outils commencent à se développer pour avoir une analyse claire, un peu plus ou moins précise, plutôt précise de la façon dont interagissent les acteurs sur un même territoire. Parmi les gens qui ont pu travailler avec nous, je pense évidemment à l'agence Utopie qui a développé des outils assez extraordinaires comme le Local Print qui permet de calculer justement ces incidences de collaboration. Et cet outil-là nous avait permis en 2018 de développer un index qui s'appelait le FabCity Index. Alors évidemment, sur l'un des éléments fondamentaux de notre développement, c'est cette notion de distribution. On est une société constituée d'une très grande diversité d'acteurs, tous très fortement digitalisés, ce qui amène évidemment une transformation importante des systèmes d'action et d'interaction entre les différents membres. Ce qui permet aussi de tester des dialectiques comme l'expérimentation locale et des modes de réflexion à l'échelle globale. Ça fait partie en effet de cette dynamique de la digitalisation. Et puis, un élément fort, c'est aussi la distribution du pouvoir. Donc, il y a plusieurs expériences qui sont menées dans le cadre de notre mouvement. L'une à Hambourg, l'autre à Barcelone, sur l'utilisation de la blockchain pour redonner de la valeur aux échanges de biens et de services. Alors, on voulait vous donner peut-être un premier exemple de ce que peut être la distribution. En 2019 à 2022, dans le cadre d'un programme de recherche européen, on a développé cette plateforme qui est partie d'un constat, ou de plusieurs constats, c'est que les différents ateliers qui se trouvaient dans le nord-est parisien avaient du mal à valoriser euh, toutes les pratiques vertueuses qu'elles menaient au sein de leur atelier, économie de matière, économie de moyens, euh, euh, rendre plus efficaces les systèmes d'accès à la matière et aussi de transport des projets réalisés. Et puis deuxièmement aussi de valoriser l'exercice de produire localement. Et ce qui nous semble intéressant, c'est de développer ce label-là. Donc, ce label a permis d'organiser de façon distribuée ces écosystèmes, ces différents écosystèmes, puisqu'on n'avait pas qu'un seul. Et ça nous semble intéressant de vous partager ça et évidemment de pouvoir en reparler avec vous si vous aviez le souhait d'en connaître un peu plus. Je laisse la parole à Alex. Oui, une des composantes majeures aussi de notre mouvement, c'est de travailler sur la circularité. Alors, pour résumer, on peut dire on est passé d'un modèle linéaire à un modèle cyclique, puis maintenant à un modèle hélicoïdal, c'est-à-dire des cycles qui se répètent et qui composent un mouvement évolutif. Alors, dans ce lab circulaire, effectivement, aujourd'hui, avec la pression économique que supportent les organisations, on doit embrasser les enjeux climatiques en réduisant le nombre d'entrées, c'est-à-dire les matières, tout en essayant de soutenir un volume de sortie, c'est-à-dire que pour pouvoir aussi garantir la pérennité économique de l'entreprise. Donc l'économie circulaire travaille en ce sens, mais de plus largement, la société qui s'est
disent, pardon, pour le fourchage, il y a l'ancrage à la fois de la ville dans l'organisation et l'ancrage de l'organisation dans la ville, avec une production qui est alignée sur des besoins cerclés, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une vue globalisante, d'essayer de refaire des ancrages locaux. Il y a cette adéquation entre les besoins d'un territoire et la manière dont l'organisation y répond. C'est hérité aussi de l'héritage des makers avec la notion de soft hacking, c'est-à-dire vraiment essayer de, 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 de faire de la débrouille, mais intelligente, c'est-à-dire de se servir de ce qui peut être, de transformer toute contrainte en opportunité. Il y a bien sûr le fait, dans le lab circulaire, de considérer la ville comme un gisement de matière. Donc ça rentre totalement dans le soft hacking. Et enfin, vraiment, de s'intéresser au plus près et de manière extrêmement précise à la production et la consommation locale. Pour les notions de circularité dans sa globalité, donc bien sûr, le premier mouvement des organisations comme des individus est de réduire sa consommation, c'est-à-dire en analysant précisément les besoins de l'appareil de production ou des besoins d'un ménage, par exemple. Il y a le fait de réutiliser, c'est-à-dire d'être sûr que d'allonger au maximum le cycle de vie d'un produit. Et puis après, quand on va parler de recyclage, on va vraiment s'intéresser à la matière brute, soit en la refondant, c'est-à-dire en revenant à la matière brute pour refaire un objet soit le même, soit différent, soit de faire de l'upcycling, c'est-à-dire de vraiment prendre un chemin de traverse, c'est-à-dire de l'ordre du design, pour reprendre la matière brute et en faire complètement autre chose. Par exemple, des robes de mariée en toile de parachute, pour citer un exemple concret. Et le downcycling, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire de reprendre la matière brute, mais qu'il n'est plus possible d'utiliser dans son but initial, donc d'en faire un autre but. Par exemple, d'utiliser des anciens emballages en polystyrène pour faire de l'isolation thermique. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Oui, Voilà. rapidement, un exemple dans le cadre de notre réseau FabCity, l'Atelier 21, qui est un projet qui s'intéresse à la question des énergies, a eu un projet assez intéressant. Donc, c'était de travailler sur les piles et le recyclage des piles alcalines qui sont censées ne pas être réutilisables. Ils ont fait le constat qu'en France, on utilise jusqu'à 30 000 tonnes de piles chaque année, donc 80% de piles dites alcalines jetables. Et en fin de vie, donc seuls 30% de ces piles sont recyclées. C'est que tout le reste part soit à l'enfouissage, soit dans les grandes centrales thermiques. Donc, l'Argenbox, ce qui est intéressant, c'est que ça fait, comme je vous le disais, ça s'inscrit dans une recherche que eux mènent, qu'ils ont appelée paléo-énergétique, qui permet de retrouver des brevets qui sont dans le domaine public. Donc, ça fait appel évidemment à l'intelligence collective. Et ce qui est très intéressant dans leur démarche, la capacité à constituer donc un espace dédié pour le prototypage de ce type d'exercice autour de l'action de l'énergie. Et ça a amené donc à deux projets, donc celui que vous voyez à l'écran, qui est la Regen Box, donc ce petit élément qu'on peut acheter pour chez soi. Et puis, ils ont aussi développé toute une gamme de bornes qui permettent d'être posées en magasin et de pouvoir faire recharger ses piles le temps de ses courses ou le temps en tout cas des éléments qu'on souhaite aller chercher. Et enfin, ce que je trouve intéressant dans le projet Regenbox, c'est la capacité à construire une démarche qui s'appuie sur une démarche pédagogique. Voilà, c'est réduire les quantités de déchets électroniques présents au quotidien et apprendre à tous les citoyens de participer de cette action. Alex, je laisse la Alors, parole. dans le même sens, là, pour rebondir sur le travail d'Atelier 21, on peut dire qu'une des missions du mouvement FabCity, c'est aussi de participer à une échelle un peu plus philosophique à réconcilier culture et nature en ville. FabCity Grand Paris s'y emploie par l'activité de ses membres, très inspirée des dynamiques de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire plutôt des actions sociales et éducatives, une lucrativité limitée, d'essayer vraiment d'être sur une distribution et un partage de la gouvernance, et enfin d'essayer au maximum d'avoir des projets d'intérêt généraux, incluant notamment la circularité. Et de l'autre côté, la nature, où on a d'autres acteurs du mouvement qui viennent travailler, que ce soit en termes d'architecture, de design, mais aussi très concrètement sur le terrain avec la population, à revégétaliser la ville et à relocaliser l'alimentation.
soit par des activités aussi de reconquête de la culture alimentaire auprès des jeunes publics, notamment des quartiers prioritaires, ou de remettre des dynamiques de convivialité. Parce que c'est aussi très important de fédérer un mouvement sur, on va dire, des courants philosophiques. Le courant philosophique de la convivialité est très important dans le mouvement. Alors, à quel titre? C'est d'abord d'essayer de trouver des outils qui soient réappropriables par tout à chacun, c'est-à-dire de sortir de ce système de dépendance aux outils, d'avoir aussi une reconquête de notre appareil de production et à l'échelle individuelle notamment, de pouvoir, on va dire, hacker son quotidien en s'inspirant d'Elotech et de différents courants. Il y a la dimension aussi holistique, c'est-à-dire de passer de la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes expertises qui communiquent de manière synergique. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, notamment par l'incarnation dans des lieux, donc des lieux hybrides qui vont à la fois permettre de réfléchir, de se concerter et aussi de prototyper, c'est-à-dire d'avoir un pied dans la recherche, un pied dans l'action, et avec aussi une dynamique de croisement entre le social et l'alimentation. Alors, on peut passer à la slide suivante. Bon, là, c'est vraiment un petit peu la théorie fondatrice du mouvement Fab City, c'est-à-dire de passer d'un modèle PITO. C'est un peu gaguesque ces abréviations, mais voilà, on va expliquer ce qu'il renferme. Donc, PITO, c'est Product In, Trash Out, c'est-à-dire que c'est un modèle où en fait on importe tous les biens et services, et ce qu'on exporte, c'est juste les déchets. Donc, c'est-à-dire qu'on ne produit rien en interne, on devient dépendant d'un système globalisé qu'il est difficile de se réapproprier. Et donc, on essaye de transférer vers un modèle d'IDO, c'est-à-dire qu'on fait des expérimentations très ancrées localement, mais avec toujours des partages de connaissances qui peuvent servir à d'autres territoires sur des dynamiques de transférabilité, réplicabilité. Donc, c'est juste l'information, donc les datas, qui s'échangent d'un périmètre d'expérimentation à l'autre. Voilà pour cette conclusion d'étape. Et on va continuer, si Vincent, merci, sur l'ADN du mouvement. Alors, comme le mouvement Fab City, comme l'a indiqué Vincent, est issu du mouvement Maker, c'est des Fab Labs, l'ADN agile est vraiment inclus dans ces processus d'action. Comme dans la charte des Fab Labs que vous voyez à l'écran, il y a vraiment trois facteurs, c'est-à-dire qu'il y a un impact social et une dynamique de durabilité, mais il y a aussi la nécessité de s'inscrire dans une société actuelle, présente, par une viabilité commerciale et économique. Et tout cela est lié par la recherche et l'éducation, c'est-à-dire aussi cette capacité de transmettre, c'est-à-dire faire, idéalement gagner sa vie en faisant et transmettre son savoir au plus grand nombre. On peut passer à la slide suivante. Donc, dans cette dynamique agile qui peut inspirer bon nombre d'organisations, il y a cette histoire de cycle d'hélicoïde qui va d'abord essayer de vraiment s'inscrire dans l'écoute d'un besoin. Alors, ça peut être un besoin local, ça peut être un besoin fonctionnel, de tout de suite, très très rapidement, permettre au plus grand nombre de prototyper pour pouvoir générer un dialogue et d'être sûr de s'aligner sur les besoins et la réponse aux besoins, puis ensuite d'itérer sur ce même système autant qu'il faut pour pouvoir valider et mettre en production. Plutôt que d'essayer d'arriver tout de suite avec des logiques de marketing où on va produire au plus grand nombre, on va essayer de saturer un marché et en essayant, enfin, sans foncièrement, volontairement fermer les écoutilles, mais en tout cas en étant plus à l'écoute des besoins utilisateurs. Quoi dire d'autre? Il y a dans l'ADN de Fab City aussi, il y a la notion de design évolutif, c'est-à-dire que le produit n'est jamais fini, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une dynamique sociétale, c'est-à-dire que le produit doit évoluer en permanence. On n'est pas dans quelque chose qui est posé sur le marché et ainsi soit-il. On est quelque chose où le produit lui-même a une vocation d'avoir dans ses gènes la capacité d'évoluer. On peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Je vais vous donner un exemple d'agilité. Donc, ça s'est passé en 2020. Crise sanitaire sans précédent, des problèmes d'approvisionnement sur Paris nous concernant, dépendance critique à certains produits, et puis évidemment un besoin de s'adapter au plus juste dans cette relation offre-demande, dans un contexte local très spécifique. Et c'est en moins d'une semaine que s'est mis en place le projet Maker Covid
Point Paris, qui a permis la mobilisation de plus d'une trentaine de structures, plus d'une cinquantaine de citoyens autour de ce sujet-là de production locale très adaptée. Et ce qu'on a pu constater durant ce projet, qui a amené à la production en moins d'un mois de plus de 30 000 unités, à une véritable adaptabilité de la relation entre production, conception, production, livraison. Et sur la conception, on a réussi en moins d'une semaine à mettre en place des systèmes de conception test avec les professionnels de santé et qui a très très bien marché. Voilà, donc sur ce projet-là, ce qui nous semble intéressant, c'est de montrer évidemment qu'on part des usages, les professionnels de santé, on réadapte des schémas qui avaient été imaginés hors d'un contexte réel. C'est évidemment développer la transversalité des solutions et évidemment, toujours pareil, ce soutien au sens citoyenne, à savoir que on a au cœur d'un système énormément de connaissances qu'on est amené à révéler et à développer collectivement. Alors Alex. maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment les organisations peuvent s'inspirer des pratiques de FabCity. Donc, dans un premier temps, ce que vous voyez comme schéma, c'est le full stack, c'est-à-dire d'avoir ces différentes strates d'action vers une échelle micro-locale à une échelle globale. Qui est vraiment l'ancrage, on va dire, la production se fait au niveau local, l'appareil de production est très ancré territorialement, et puis plus on va monter dans les strates, plus on va avoir des systèmes qui vont plutôt être dématérialisés, c'est-à-dire de partage de connaissances. On va intégrer aussi les notions de biorégion, c'est-à-dire d'être dans une dynamique où quand on ancre son organisation quelque part, on va s'intéresser aux parties prenantes, incluant ce qu'on appelle le more than human, le plus qu'humain, c'est-à-dire tout le vivant. Euh, il y a dans l'ADN et comment votre organisation ou les organisations peuvent s'inspirer du mouvement, il y a cette notion d'adaptabilité des buts, c'est-à-dire qu'on a tendance à figer une raison d'être dans un but opérationnel, alors que bah, les buts, ils doivent tout le temps être, à défaut d'être percutés, confrontés aux enjeux sociétaux. Donc les buts doivent être aussi adaptables en permanence, donc avec une notion d'évolution. Le partage des connaissances et des infrastructures, c'est-à-dire qu'on a tendance à très axer les organisations sur leurs actifs, c'est-à-dire la propriété des actifs. On pense que par ces logiques de distribution, les organisations aujourd'hui peuvent s'ouvrir à une mutualisation des ressources. Et enfin, la simplicité du passage à l'action, c'est-à-dire que plutôt que de passer des années en R&D avant de sortir du bois, on milite pour quelque chose qui est beaucoup plus axé et beaucoup plus tourné vers les citoyens, avec des échanges de dialogue pour être sûr que les produits et services proposés par les organisations soient vraiment en phase avec les besoins des citoyens. On peut passer à la suite. Donc déjà, les différentes choses qu'il faut prendre en compte en tant qu'organisation. Encore une fois, organisation, c'est assez vague, mais que ça soit public, privé, lucratif, non lucratif, ça concerne un peu toutes les organisations. C'est que, comme souvent, il y a eu des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, la plupart des gouvernements prennent en compte les enjeux climatiques et en font des réglementations auxquelles les organisations vont devoir s'adapter. Ce n'est pas par volonté, c'est parce qu'ils n'auront plus le choix. Donc au niveau européen, il y a le New European Green Deal qui va venir lister un certain nombre d'objectifs pour s'accorder sur les différents membres de la Commission européenne. Attends, ce n'est pas tout à fait fini. Si tu peux revenir. Ouais. Merci. Voilà, merci. Qui vont du coup aligner les objectifs des différents membres de la Commission européenne, de l'Union européenne, pardon, sur des objectifs à atteindre en termes d'enjeux climatiques. Et puis de là découle directement la CSRD, qui est la Corporate Social Responsibility Directive, qui va, dans un calendrier qui est déjà acté, hein, inclure de plus en plus d'organisations. Donc au début, c'était les organisations listées en bourse ou avec un capital d'un certain montant ou un nombre de salariés d'un grand nombre de salariés. Puis ça va inclure progressivement jusqu'en 2026 de plus en plus d'organisations qui vont devoir produire des rapports extra-financiers montrant l'intégration des enjeux systémiques dans leur mode de production. Voilà, et bien sûr, il y a des différences à voir. Donc nous qui travaillons sur la circularité notamment,
on en est baigné, mais ça peut être fait de manière assez intelligente pour ne pas avoir à réinventer toute la roue et à révolutionner votre organisation. On peut passer à la slide suivante, je pense. Alors aussi, on est, dans le pays de la Startup Nation, grâce à notre cher président, Macron, que nous avons figuré, dans toute sa splendeur de start-upper avec un outil dont on se demande bien à quoi il peut servir et le petit logo de la French Tech. Donc la start-up comme modèle organisationnel, c'est aujourd'hui une de nos plus grands, une de nos plus grosses alertes. Pourquoi? Parce que dès son nom, la start-up, ça veut dire démarrer vite, mais démarrer avec une logique d'hypercroissance. C'est-à-dire d'être sur une logique de verticale pour essayer de rafler la mise. Nous, on milite pour quelque chose qui prend beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qui intègre le temps comme quelque chose d'amical et qui va permettre, à l'image du fameux donut de Kate Raworth, d'intégrer à la fois les enjeux sociaux, c'est-à-dire le bien-être des gens qui travaillent avec nous, le confort des gens à qui on va proposer un bien ou un service, c'est-à-dire de ne pas mégoter sur la qualité, et de l'autre côté, d'aussi arriver à aligner les enjeux du non-vivant, c'est-à-dire la nature dans son ensemble, le vivant, la planète, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne aussi a validé un accord de devoir de vigilance, c'est-à-dire que ces logiques de do not paraissent complètement, enfin, paraissent peut-être un peu, pas gaguesques, mais un peu hors des réalités. On va se rendre compte que les organisations vont vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, devoir s'adapter à ces logiques-là. Heu, voilà, intégrer la pensée systémique, c'est dit. Donc on peut passer à la slide suivante. En fait, donc par notre héritage, des Fab Labs et de tout ce qu'on va dire, la branche du design, on se rend compte que la créativité est un muscle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir aussi, donner au plus grand nombre de membres de votre organisation, la capacité de développer sa créativité. On se rend compte que les silos, qui sont une des grandes maladies des organisations, ne sont pas quelque chose d'inéluctable. Par exemple, le fait de créer un laboratoire avec des machines qui sont accessibles, c'est-à-dire qui ne demandent pas, une grande formation, peut permettre de libérer la créativité, soit pour ceux qui sont au contact direct avec leurs clients, pour venir tester des retours, clients, soit pour ceux qui produisent pour pouvoir prendre des chemins de traverse sans perturber l'appareil de production, et enfin, la logique d'un Fab Lab interne est aussi de pouvoir avoir une distribution homogène du savoir et des savoir-faire dans un lieu qui lui est dédié. Voilà. Ève, si tu veux conclure, nous avons fini avec le contenu. Ouais, tout à fait. Je reprends la main. Bien, écoutez, après cette présentation de l'approche FabCity, on aurait bien sûr eu envie de savoir ce que ça vous évoque, soit quoi cela peut renvoyer dans vos réflexions et pratiques au quotidien. En tout cas, sachez que si vous vouliez aller plus loin, FabCity Grand Paris est en mesure de proposer des visites inspirantes ou learning expéditions, des workshops, des modules de 1 à 5 jours ou encore des programmes plus longs, intra-entreprises. En tout cas, ces différents formats s'ajustent en fonction des besoins identifiés et du contexte voilà, d'intervention. Encore une fois, à défaut de pouvoir interagir lors de ce webinaire et répondre à vos éventuelles questions, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'adresse mail que vous voyez affichée, à savoir formation@fabcity.paris, ou en utilisant un formulaire de prise de contact que nous allons vous joindre à cette vidéo. Voilà, écoutez, ce webinaire prend fin. Merci de votre attention, si vous êtes restés avec nous jusqu'ici, et on reste bien sûr disponible pour échanger avec vous, hein. À bientôt. Bientôt, merci.